Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de répondre à la question pourquoi en France, qui est censé être un État laïque, pourquoi autorisons-nous la pratique des cultes, des sectes, notamment je pense aux sectes les plus dangereuses et les plus puissantes, la secte chrétienne, la secte, le judaïsme et la secte musulmane. Parce que moi je suis un transhumaniste. Et si vous êtes transhumaniste, ou au moins si vous aimez la méthode scientifique, déjà vous savez qu'il n'y a pas de vie après la mort. Et donc vous considérez que les parents musulmans, les parents d'obédience judaïque et les parents chrétiens sont coupables de pédocriminalité. Ce sont des gens qui sont capables de violer le libre arbitre de leurs propres enfants en leur cachant une donnée extrêmement prioritaire et importante, à savoir qu'il n'y a rien après la mort et que s'ils veulent ne pas mourir, il faut qu'ils se bougent le cul par la méthode scientifique, l'observation, le développement d'expériences, etc., etc., et que certainement pas en se torchant avec la main gauche plutôt qu'avec la main droite, ou en faisant X prières dans telle direction, ou en buvant du vin, qui vont se préserver de la mort. Donc, la question se pose, sommes-nous trop conciliants? Pourquoi tolérer ces pédocriminels sur le sol français? Et puis, bon, quand on s'intéresse à l'histoire de la laïcité, dans le monde actuel en 2021, on s'aperçoit que la laïcité, ce qu'on appelle la laïcité fermée, ça n'existe qu'en France. Moi, je considère que la laïcité ouverte qu'on observe aux États-Unis, c'est pas de la laïcité. C'est beaucoup trop complaisant avec les sectes. Et d'ailleurs, aux États-Unis, par exemple, qui sont censés être nos alliés dans ce domaine aussi, on jure sur Dieu. Le président jure sur Dieu encore. Donc, moi, je considère que les États-Unis, c'est pas un État laïque du tout. Et du coup, que fait-on en France quand on est un citoyen et qu'on sait qu'il y a des parents chrétiens, musulmans ou judaïques qui violent le libre arbitre de leurs propres enfants en leur racontant des saloperies? Doit-on les attaquer? Pourquoi tolérer ça? Alors, je crois que la principale raison, c'est le problème du monofactorialisme, le biais du monofactorialisme. En fait, si nous n'attaquons pas, si nous ne rendons pas la monnaie de leur pièce aux parents chrétiens, musulmans, judaïques, je crois que déjà c'est parce que la réalité dans laquelle nous vivons n'est pas monofactorielle. L'oscillation d'une grandeur dépend de la variation d'autres grandeurs, mais c'est une équation, ce sont des équations du style, c'est jamais A égale K fois B. C'est plutôt racine carrée de A égale AX au carré plus BY exposant 7 plus 7X moins N mu exposant cube, etc., etc. Ce n'est pas des relations linéaires, ce n'est pas du monofactorialisme. Je vous donne un exemple concret. Le travail. Si vous êtes travailleur salarié, vous en chiez probablement, surtout si c'est un travail que vous, par exemple, commis de cuisine ou hôtesse de caisse, par exemple. La journée de travail, elle est dure, ce sont des métiers durs. Mais, donc si j'en suis cette logique, les journées de travail sont dures. J'aurais tendance à dire, bon, alors une journée qui sera moins dure que les autres, c'est une journée où il y aura moins de clients. Parce que, bon, voilà, une journée c'est dur. Si je divise une journée, c'est X clients qui vont passer à ma caisse ou X clients à qui je vais préparer un repas. Donc logiquement, une journée où il y aurait moins de clients, c'est une journée moins dure. En fait, si vous avez fait ces métiers, vous savez que c'est l'inverse. La plupart des salariés préfèrent quand il y a beaucoup de monde, parce que quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de travail, on n'a pas le temps de penser, on est dans le rush constamment, et la journée passe beaucoup, beaucoup plus vite. Tandis que quand il n'y a pas assez de clients, ou quand les clients préfèrent aller aux caisses automatiques, vous voyez les hôtesses de caisse, elles dépérissent sur place. C'est la décrépitude. Voilà. En réalité, ça ne se passe pas de manière monofactorielle. Donc déjà, je crois que c'est ça l'essentiel de la réponse, c'est parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, je vous donne un autre exemple. Vous avez entendu parler du frelon asiatique. Je ne vais pas expliquer ce que c'est que le frelon asiatique en détail, pour ceux qui ne savent pas. Je vous mets un exemple dans la description sous la vidéo. Donc le frelon asiatique, c'est une espèce exotique qui est arrivée en France, et puis ça a posé un problème sociétal et économique avant de poser un problème de biodiversité, parce qu'en fait, les frelons asiatiques, ils sont tombés sur des ruches d'apis mellifères, des abeilles mellifères ou des guêpes qui ne les connaissaient pas, parce que c'est une espèce exotique, donc
Les proies n'ont pas vu arriver le prédateur, le frelon asiatique est beaucoup plus gros, en un coup de hélicère, il coupe en deux une guêpe ou une abeille européenne, d'élevage ou sauvage. Pour en revenir à ce que je disais, à ce qu'on disait, il y a la différence entre les arguments théoriques, quand on réfléchit, c'est le bon sens qu'on pense deviner, et puis quand on compare à la réalité, a posteriori, quand on regarde les résultats. Donc pourquoi je vous parle du frelon asiatique? Ben parce que les Français, parmi les Français, voyant leur guêpe sauvage ou leur population d'abeilles mellifères se faire dézinguer et buter, hein, quand quand ils pouvaient, ils croisaient un frelon asiatique dans leur pinède derrière chez eux, par exemple, ou dans leur endroit de promenade préféré, avec conscience écologique, on va dire, ils butaient des frelons. Il y en a par exemple un truc qui marche bien, c'était de se prendre une raquette de tennis ou autre chose. Et quand tu vas te balader tous les dimanches, quand tu croises, ou en pique-nique, parce que les pique-niques, ça attire, dès que vous vous posez pour pique-niquer, si vous avez un peu de jambon dans votre sandwich, ça attire les guêpes sauvages. Si ça attire les guêpes sauvages, il y a fort à parier que les frelons asiatiques, s'il y en a dans le secteur, ils vont se radiner, parce qu'eux aussi peuvent être intéressés par votre jambon, mais aussi pour couper en deux et manger les guêpes qui viennent vous rendre visite aimablement. Et donc si vous avez une raquette là, vous en dézinguez facile à le frelon asiatique qui passe, beaucoup plus facile à dézinguer parce qu'il est beaucoup plus grand et beaucoup plus lourd qu'une abeille, hein. Et il y a des gens qui se disent, ben voilà, je vais aider mes abeilles en butant des frelons asiatiques. Sauf que, en pratique, j'en avais discuté avec des gens qui étudient les arthropodes, et ils m'avaient dit, bah, ça part d'un bon sentiment, mais en fait, si tu fais ça, si tu butes beaucoup régulièrement, de temps en temps, des frelons asiatiques, qu'est-ce qui se passe? La reine, l'espèce frelon asiatique, c'est le fruit de millions d'années d'évolution. Produire en nombre et en quantité des unités autonomes quasiment tout de suite, c'est une machine de guerre pour faire ça. Ces spécialistes, ils suspectaient que quand tu butais des frelons asiatiques comme ça, la reine, elle le détectait. Je ne sais pas comment ça marche le comptage dans les ruches, mais il y a une forme d'algorithmie, bon, un système de comptage. La reine, très probablement, elle détecte qu'il y a une diminution des populations, qu'il y a une partie des frelons asiatiques qui ne rentrent pas, mais anormalement. Et ça, elle peut l'interpréter comme soit la présence d'un prédateur, soit la présence d'une autre ruche concurrente dans le secteur. Et quelle est sa réponse? Eh bien, augmenter les cadences de production. Donc en fait, tu pars d'une intuition. Bah, si je bute les frelons asiatiques que je croise, ça va aider les abeilles, mes abeilles mellifères. Sauf que non, parce que justement en pratique, c'est pas un système monofactoriel. En pratique, bah là, tu vois, par exemple, tu as la réponse de la ruche qui a une certaine forme d'intelligence et qui va peut-être, enfin, concrètement, elle va augmenter les doses de production. Et finalement, tu es tout content, tu rentres de ta promenade croyant que tu as buté 10 frelons asiatiques. Et en fait, tu ne le sais pas, mais à cause de ce que tu as fait, dans la semaine, les semaines qui vont venir, tes abeilles mellifères vont être encore plus en danger parce que la reine frelon asiatique, elle va augmenter les doses. Elle va croire que il y a un danger, qu'il faut augmenter les cadences de production d'ouvrières. Donc encore plus de frelons asiatiques qui se retrouvent dans la forêt à la recherche de nourriture. Et donc tu as obtenu une tendance exacte inverse que celle que tu recherchais. Voilà, c'est la différence entre la théorie et la pratique, le bon sens et puis ce qu'on observe concrètement. Alors je ne sais pas d'ailleurs, j'ai pas vu les résultats. Si vous êtes de ces spécialistes au final, est-ce qu'il y a eu des études? Parce que c'est quand même des objets d'études compliqués, hein. On parle d'animaux sauvages dans un milieu tel que rien qu'à l'échelle de la France. Il n'y a pas que la France qui est concernée par le problème du frelon asiatique, mais mesurer ça, quantifier ça sur le terrain, c'est compliqué. Il y a tellement de métiers, il y a les humains qui s'en mêlent. Alors je ne sais pas, mais ça vous donne un exemple, je pense que vous pouvez comprendre, de monde, nous ne sommes pas dans un monde monofactoriel, et ça fait que même si quelque chose nous paraît évident, ben, ça reste une hypothèse, et dans les faits, croyant bien faire, eh ben, on peut aller à l'exact inverse, ou alors pas du tout dans la direction où on croit aller. C'est pas si simple que ça. D'ailleurs, moi personnellement, et vous peut-être qui êtes derrière cette vidéo, ça vous pose effectivement un gros problème. Considérez que c'est effectivement peut-être de la pédocriminalité, une forme de pédocriminalité, les parents juifs, enfin judaïques, musulmans, chrétiens, qui racontent des saloperies à leurs propres gamins, qui les privent de la priorisation des plus gros dangers. Mais pour autant, vous êtes vous-même un rescapé, comme moi en tout cas. Moi, je suis un rescapé d'une famille chrétienne.
Et tous les jours, il y a plein de rescapés. Disons que l'observation, la simple observation, même pas besoin de la science, en fait, les humains, en observant la réalité qui les entoure, se rendent compte du problème des mensonges que contiennent le christianisme, le judaïsme et l'islam et toutes les autres saloperies du genre, toutes les autres sectes. Donc, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça s'applique aussi sur concrètement, si on devait s'en prendre justement aux chrétiens et musulmans et aux judaïques, leur faire payer pour ce genre de délit, de saloperie, comment on s'y prend? Comment on définit, comment on distingue un laïc d'un judaïque, un laïc d'un musulman, un laïc d'un chrétien? C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas vraiment de système qui permette de les discriminer et on risque de tomber dans des horreurs du genre, justement, le Troisième Reich, ce qui est évidemment pas le but de la manœuvre non plus. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a des chrétiens, les chrétiens n'ont pas du tout la même interprétation de ce qu'il faut faire dans la vie. Il y a des personnes, des sœurs aux petites sœurs des pauvres, qui ne partagent pas du tout la même vision du Christ, enfin de leur secte, que des prêtres d'une église ou d'un autre ordre. Les petites sœurs des pauvres, c'est pas la même chose que les jésuites, par exemple, c'est des choses très très différentes. Il y a des membres des sectes chrétiennes, musulmanes et judaïques qui sont des partisans du transhumanisme, au moins en pratique, parce qu'ils viennent porter assistance aux chiffonniers, enfin aux gens qui vivent dans des bidonvilles, en leur donnant une instruction, en leur donnant des soins, même si c'est pas forcément pour les bonnes raisons, entre guillemets, mais qu'est-ce que ça veut dire les bonnes raisons? Eh bien, dans le lot de ces gamins qui ont été sauvés de la mortalité infantile ou d'une mort jeune ou d'une vie avec un QI de 30, il faut reconnaître qu'ils ont été sauvés par des membres de ces gens très très investis dans des activités au nom de leur Dieu, au nom de leur secte. Et bien, ces gens-là, parmi eux, il y en a qui vont devenir des grands scientifiques, des Albert Einstein, des Alan Turing, des Alexis Carrel, des Marie Curie, etc., etc. Donc c'est pas si simple que ça de mettre à mort le vrai démon, c'est-à-dire de cacher aux enfants qu'ils sont mortels et qu'ils peuvent avoir accès à l'immortalité, non pas par les conneries qui sont dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou la Torah, le Talmud ou le Coran, mais par la méthode scientifique, l'accumulation de connaissances. J'espère avoir proposé une explication pertinente. Si vous êtes d'accord, je vous invite à vous manifester en mettant un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Si vous en connaissez d'autres, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. J'espère avoir réussi un travail d'apaisement des consciences, parce que moi-même, des fois, je me dis, mais pourquoi on supporte ces conneries-là? On a vu d'ailleurs dans le cas d'épidémie de Covid, une sacrée bande de connards qui se cachent dans les sectes musulmanes, chrétiennes et judaïques. Hein. Donc j'espère avoir contribué à reconcentrer le problème sur le mort. La priorité, c'est l'oxydation, le vieillissement suivi de la mort. Pas commencer à se bouffer entre nous parce qu'on trouve qu'il y a des gens qui sont trop complices de l'oxydation, du vieillissement. D'ailleurs, pour proposer des choses concrètes, pour se recentrer sur le problème de l'oxydation, de la mort, du vieillissement, je vous propose une chose très très simple. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, surtout, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers mes lectures d'articles scientifiques qui, eux, ne contiennent pas la recette de la potion magique, mais des étapes intermédiaires. Dans les articles scientifiques, il y a des éléments de réponse à qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser, bon gré, malgré l'adversité, malgré les mensonges des uns et des autres, des sectes chrétiennes, musulmanes et judaïques. Dans les articles scientifiques, on avance. Donc je vous invite à aller écouter ces articles scientifiques et à les diffuser à votre tour.